Bonjour, ici Samuel Parent, on parle lexique du marketing numérique et aujourd'hui on continue à parler de la fraude publicitaire. Plus particulièrement aujourd'hui on traite de la fraude de clics. Donc aujourd'hui on va adresser la fraude publicitaire, plus particulièrement la fraude par clic. On va expliquer une à une les tactiques employées par les fraudeurs. Il y en a plusieurs. Certaines servent autant à la fraude de clics et de fraude d'impression, d'autres exclusivement pour les clics. Donc aujourd'hui, on traite que des tactiques qui touchent la fraude de clics. Qu'est-ce que c'est? En gros, la fraude de clics, par un des stratagèmes qu'on va expliquer dans un instant, des fraudeurs ou le crime organisé déploient des mécanismes pour soit frauduleusement créer des clics ou s'attribuer, s'accaparer le crédit pour des clics légitimes et par conséquent ramasser les revenus publicitaires qui viennent avec. Le stacking est une tactique frauduleuse par laquelle un esprit malveillant achèterait un inventaire publicitaire et au lieu de le livrer un créatif, livre un code. Ce code-là, en quoi est-il spécial? Il est en quelque sorte un code publicitaire, mais un espace publicitaire, dans lequel se retrouvera 5, 10, 15, 500, un nombre inconnu de publicités empilées une par-dessus l'autre, dont il y en a une à l'écran qu'on voit, et toutes les autres cachées derrière. C'est toujours des publicités de la même dimension, donc ça peut être format babillard, ça peut être format super bannière, ILO ou autre, et on ne sait jamais il y a combien. Et à l'écran, quand on la regarde, la pub, on ne sait pas qu'il y a une publicité cachée derrière. Ça, c'est tout fait avec l'indice Z et la publicité du sommet ou à l'avant, elle a l'indice le plus élevé. Chacune a une couche plus proche du zéro qu'autre chose parce qu'il y en a qui peuvent avoir des extensions et on ne veut pas que les extensions débordent s'il y a un mouvement de souris au-dessus d'un créatif et l'extension d'un visuel arrière s'extensionne à gauche, à droite, en haut, en bas. Ça aurait l'air bizarre et ça alerterait immédiatement qu'il y a une fraude en cours. Donc, elles sont tous en fond et elles s'ouvriraient essentiellement en arrière du site web, à moins que la publicité soit contenue dans un iframe. Si tel est le cas, elle peut s'extensionner, mais elle s'extensionne dans le vide parce que le iframe limite l'espace au 300 par 250 par exemple. Alors, comment est-ce que ça constitue une fraude? Le mécanisme par lequel elle est programmée fait en sorte que lorsque la pub d'en avant s'affiche et qu'elle est dans l'écran, donc visible, viewability, pour qu'une publicité soit visible, doit être au moins 50% de sa surface à l'écran pendant un minimum d'une seconde. Alors, dès que la première rencontre ces critères, toutes les autres sont considérées aussi avoir été visibles, peu importe l'étage sur lequel elle se cache derrière la première. Secondement, la première s'affiche, c'est une impression. Toutes les autres aussi viennent de compter une impression. Si quelqu'un clique sur la pub en avant, toutes les autres enregistrent un clic eux aussi. Si il y a des publicités qui sont extensibles ou qui ont des interactions possibles à l'arrière, à ce moment-là, dès qu'on passe notre souris au-dessus de la pub et qu'il ne se passe rien, mais il peut y avoir ces comportements-là à l'arrière. Tout ça serait compté comme un comportement humain normal parce qu'en effet, il y a un humain normal qui se comporte devant la pub sans nécessairement savoir avec quoi il interagit parce qu'il ne voit pas l'interaction. Tout ce qu'il voit, c'est la pub du devant. Alors ça, c'est le stacking. Le ghosting est une autre tactique frauduleuse qui implique la publicité numérique. Avec le ghosting, ce qui se passe, en installant des logiciels sur notre ordinateur,
et en les installant automatiquement ou la version express rapide, ce qui est plus simple, c'est la pire chose à faire. Parce que souvent, pas toujours, souvent, il y a d'autres logiciels qui vont s'installer, qui ont été bundlés avec le logiciel qui nous intéresse. Naturellement, celui qu'on a téléchargé, il est rémunéré pour ça. Qu'est-ce qui arrive avec ces autres qu'on ne connaît pas et qu'on ne voit pas passer? Eux s'installent dans des répertoires cachés qu'on ne voit pas et essentiellement, eux créent un furteur qui est caché derrière notre écran, qu'on ne voit pas. Mais dès qu'on ouvre, que ce soit Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, peu importe, un autre furteur s'ouvre derrière, une autre instance, une autre fenêtre. Et nous, on navigue sur le site qu'on veut voir, que ce soit un site de nouvelles ou un média social. On regarde et on navigue sur la version Ghost, fantôme, en arrière. Il y a des sites web qui s'affichent, qui ont payé pour générer du trafic. Alors là, on génère du trafic frauduleusement sur des sites web. Il n'y a pas un vrai humain qui le voit, mais il y a un vrai humain qui se comporte devant un écran. Alors on compte le comportement devant le site web que vous visitez comme s'il s'appliquait sur l'autre site en arrière. Alors, si vous cliquez en quelque part, oups, ça ouvre la section. Vous cliquez ailleurs, ça fait d'autres choses. Et tout par pur hasard, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe et vous ne vous en rendez pas compte, à moins qu'à un moment donné, vous réalisez que votre ordinateur se mette à ralentir, c'est que vous commencez à avoir beaucoup de ce type de choses-là qui se passent en arrière. Il peut y en avoir plus qu'un furteur fantôme. Alors, avec ce site-là, donc il peut y avoir des sites qui vont payer pour acheter de l'achalandage, eux croyant que c'est de l'achalandage légitime, mais en réalité, non. Il peut y avoir aussi d'autres faux sites qui s'afficheraient. Eux, volontairement, je veux m'afficher là, parce que le but de ce site-là, c'est qu'il n'y a pas de contenu. De toute façon, il n'y a rien à voir. On ne le voit pas. C'est sur un écran fantôme. Ça va être bourré d'espace publicitaire qui, l'annonceur estime, est un espace légitime sur un environnement légitime. Alors, à ce moment-là, notre souris passe devant un paquet de publicités. Les publicités qui s'affichent à l'écran, il peut y en avoir 15-20 qui s'affichent dans l'écran visible, donc sont toutes viewable. Ça compte toute une impression, peuvent compter des interactions, et si on clique en quelque part sur notre écran, ce qui arrive normalement, pour rentrer dans une section ou lire un article ou liker quelque chose, si on clique à la bonne place, ça compte un clic pour une des pubs cachées derrière qu'on ne voit pas. Mais notre comportement a été enregistré de cette façon-là. Ça génère frauduleusement des impressions, des pages vues, des sessions, du temps passé, des interactions et des clics. Le domain spoofing est une autre tactique de fraude publicitaire par laquelle on crée une copie, une fausse copie, d'un vrai site. Par exemple, on ferait une copie d'un grand site média imprimé ou magazine ou télé ou radio, peu importe. Son site web avec ses liens, son visuel, ses nouvelles, on fait une copie intégrale ou presque pour donner l'impression aux gens qui arrivent à la bonne place avec un nom de domaine qui est similaire, suffisamment pour s'y méprendre si on n'est pas 100% convaincu. De la même façon que d'autres sortes de fraudeurs utilisent le hameçonnage en courriel pour usurper votre identité avec des sites d'institutions financières. Dans ce cas-ci, le but, c'est pas tellement votre identité qu'on veut, c'est générer des impressions et de générer des revenus publicitaires à l'insu de l'éditeur réel. Donc, ça, c'est le domain spoofing. Le data center traffic est une autre tactique de fraude publicitaire par laquelle on émule des furteurs et des applications, des navigateurs mobiles, autant qu'ordi, pour faire semblant qu'il y a du trafic sur des sites web. Donc, on crée du faux achalandage et avec des robots, on génère des clics sur des vrais sites.
Le inventory misrepresentation, ou la fausse représentation d'inventaire publicitaire, est un assez vieux truc qui est dur à contrer à moins qu'on est vigilant en tant que vendeur à qui on vend. Mais dès qu'on tombe dans les environnements programmatiques, la confiance humaine, l'instinct prend le bord. Alors, il faut que les mécanismes se parlent et se croient. Et dès qu'on a les bons protocoles, les bons codes, tu as de l'air vrai, donc tu es vrai, même si tu ne l'es pas. Alors, qu'est-ce qui arrive? On achète un inventaire, par exemple, un grand inventaire d'îlots de 300 par 250 à très faible prix. Disons, on achète 4-5 millions d'inventaires à 2,50 du mille. En revanche, on est non seulement acheteur, on est aussi vendeur de pub. On se déguise comme un éditeur de site. On essaie de copier son code de vendeur, son ads.txt, bref, tout pour avoir de l'air légitime. Et on vend cet espace-là, mais pas comme un îlot. On le vend comme un espace de vidéo premium. Alors, on va essayer d'aller chercher l'identité d'un site, mettons, d'un diffuseur télé ou d'un grand réseau de contenu vidéo en ligne. Et on va se faire passer pour eux. Et on va vendre nos 3, 4, 5 millions d'impressions de Big Box comme si c'était du vidéo premium, pre-roll. Donc, on a payé 2,50 d'un bar, on leur vend 25, 30, 35 $ de l'autre bar du 1000. Alors, on se fait une bonne marge de différence entre les deux. Ça paye amplement le temps de développement de telle stratégie, du codage, des technologies employées, etc. Le ad injection est une tactique de fraude publicitaire par laquelle on s'auto-infecte parce qu'on installe un plugin dans notre furteur, notre browser, que ce soit Chrome, Safari, Internet Explorer, Firefox. Ils ont tous des plugins qu'on peut rajouter pour améliorer notre expérience de navigation, pour nous faciliter des choses. Par exemple, j'en ai un que j'utilise qui me permet de facilement envoyer des images sur un tableau Pinterest, ou encore un autre qui me permet de détecter le code couleur exact dans un logo pour reprendre les couleurs et faire un visuel pour le client. Donc, il y a différents outils qui permettent de faire plein de choses. Un ad blocker, par exemple, est aussi un plugin. Bref, il y a des plugins qui sont 100% bien faits. Et il y en a d'autres qui ont on va dire, des dynamiques un peu néfastes. Donc, le plugin, oui, il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il répond à votre attente, mais en arrière-plan, peut aussi avoir des composantes moins agréables, dont le ad injection. Donc, qu'est-ce que c'est l'injection publicitaire? Cette tactique-là fait en sorte qu'une fois que le plugin est en place et actif, on va sur un site web et au lieu de voir le site normal avec des espaces publicitaires, du texte, un logo, etc., on voit ça et on voit soit sur les côtés du site dans le blanc normalement, on voit un paquet d'autres bannières apparaître. Ça, c'est pas géré par le site que vous consultez, c'est géré par le plugin frauduleux et qui ramasse l'argent de ces publicités-là. C'est le plugin frauduleux. Alors lui, il vient usurper les revenus publicitaires de l'éditeur que vous consultez. Il profite de son nom, de sa notoriété pour se faire de l'argent sur son dos et à son insu. Et bien entendu, ça nuit à l'expérience, pas à peu près. Là, on n'a pas 2 pubs sur un écran, on en a 14. N'empêche que tout ça, c'est des impressions publicitaires qui sont générées, possiblement des clics, possiblement des engagements, des extensions, etc., des expériences de marque. Les annonceurs qui vont se retrouver là ne sont pas tous des annonceurs frauduleux. Ces plateformes-là, eux, font en sorte de s'inscrire sur les environnements programmatiques, les échanges, etc., en se présentant comme des grands éditeurs réputés comme il se doit. Donc, la fraude est à ce niveau-là aussi.
Et eux vont vendre l'inventaire à des vrais annonceurs, des grands annonceurs, des grandes marques et bannières qu'on connaît ici et d'ailleurs, qui eux font confiance. Alors, on va voir plein de pubs de différentes marques sur notre écran et l'usager qui ne s'y connaît pas va se dire « Wow, ok, ils vont fort avec la pub, mais sans plus. » Une autre tactique, certains de ces plugins-là, un peu plus évolués, vont, eux, plutôt détecter où sont les zones publicitaires, comme un ad blocker fait, pour les masquer ou les bloquer carrément, et il va aller superposer ces publicités par-dessus celles du site. Ce qui fait, là, c'est encore plus néfaste, dans le sens que, OK, oui, l'expérience est maintenue, j'ai juste 2 pubs sur l'écran à la place de 14, mais je ne vois pas les pubs que l'annonceur local a payé pour et que je devrais voir en tant qu'usager. Je vois une autre pub qu'un autre annonceur, qui peut aussi bien être local, à la place de, au-dessus de. Et si je clique dessus, l'autre, qui est maintenant en arrière, n'avait aucune chance d'être vu, aucune chance d'être cliqué. Alors, il a payé pour une impression qui peut être détectée en tant que visible, viewable, sans l'être. Les botnets, c'est une des plus vieilles tactiques de fraude publicitaire par lequel, encore une fois, on télécharge une application sur notre téléphone ou sur notre ordinateur et ces téléchargements-là vont laisser des traces sur nos ordis, vont installer autre chose à notre insu qui, eux, c'est essentiellement des robots. De là, le nom bot. Botnet, parce que c'est des bots qui surfent le net. Donc, ces robots-là vont partir de notre ordinateur, de notre téléphone mobile et se promener constamment, 24 heures sur 24, à vitesse lumière, sur des sites particuliers, selon les commandes envoyées au robot, pour générer du faux achalandage. Des fausses impressions sont alors affichées sur les sites visités par des robots qui se déclarent humains, pas robots. Il y a plein de robots sur le web. Googlebot est probablement le mieux connu, qui fait le tour du web pour alimenter son index de tous les sites. Pourquoi qu'on va sur le site de Google? Comment il fait pour savoir quels sites sont les meilleurs dans peu importe la question? C'est à cause du Googlebot. Et l'algorithme qui s'ensuit, mais c'est le Googlebot qui fait le tour des sites et qui recense l'information. Alors, il y a des bons robots qui se déclarent, disent « Hey, moi, je suis un robot, compte-moi pas comme un humain. » Ça, c'est correct. Mais là, on parle d'autres robots qui disent « Non, non, moi, je suis un humain, je ne suis pas un robot. » Le problème, c'est que ces robots-là, ce ne sont pas des vrais humains qui naviguent votre site et ils génèrent des impressions, peuvent cliquer sur les publicités, mais naturellement, ne s'abonneront pas à votre infolette et n'achèteront rien. Ils n'ont pas de carte de crédit en leur nom. Le click injection, à ne pas confondre avec le ad injection que vous avez possiblement vu dans une autre vidéo. Le click injection se limite au monde des appareils mobiles. Similaire au ad injection, c'est quelque chose qui se produit lorsqu'on télécharge une application qui va inclure des composantes néfastes. L'application peut faire possiblement ce qu'on veut qu'elle fasse, que ce soit un filtre pour notre caméra, un optimisateur de batterie ou peu importe le but de l'application, flashlight, vraiment pas grave qu'est-ce qu'il y en est. En arrière-plan, il y a un robot qui détecte qu'est-ce qui se passe sur votre téléphone. Lorsqu'on télécharge une application sur un appareil, cette application-là va essentiellement envoyer un bonjour à toutes les autres applications qui existent sur ce téléphone-là. Dire bonjour, je suis application XYZ et voici mon numéro. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des applications qui se communiquent ensemble, qui ont des fonctions partagées. Par exemple, certaines applications vont permettre de se connecter à vos réseaux sociaux, vont se permettre d'accéder à votre caméra ou à votre boussole, votre GPS, etc. C'est pour ça que des fois, on a des notifications, permettez-vous à telle application de... OK. Donc, qu'est-ce qui arrive?
On installe l'application qui nous intéresse, mais en arrière-plan, l'autre, il écoute. Oh, il y a une autre application qui a été téléchargée après moi. Donc là, je suis capable d'entendre le mot de bonjour de l'autre. Et en entendant son mot de bonjour, je porte attention. Est-ce qu'il me déclare un numéro publicitaire? Parce que s'il me partage un numéro publicitaire, ça veut dire qu'il y avait une campagne Click to Download App ou Click to Install. Et l'annonceur qui a payé cette campagne-là, lui paye pour les clics qui permettent de télécharger l'application. Alors lui, il capture cette information-là, survire de bord, communique au fraudeur, à son serveur, qui lui va voir avec les informations et aviser électroniquement, via les réseaux publicitaires, l'annonceur en question, lui dire « Hey, j'ai tel code, j'ai généré le clic qui a téléchargé telle application sur tel appareil. » Dès que cette nouvelle application-là est ouverte pour la première fois, il y a un paquet de systèmes analytiques qui passent derrière. L'application s'ouvre, elle communique avec la maison mère, on va dire, la marque et son serveur original, pour lui dire « Hey, je viens de mourir et voici mes données d'achalandage. » Alors là, l'entreprise, elle sait que oui, telle application a été téléchargée sur tel appareil. J'ai une demande ici, quelqu'un qui demande le crédit pour avoir généré ce clic-là. Parfait, je le paye. Le problème est que là, à la fin du mois, quand l'annonceur, l'humain qui fait l'analyse de ces rapports-là, va détecter que « Oh, j'ai tant de téléchargements que j'ai payé en double. » Il y a 2 organismes ou plus qui ont réclamé le crédit pour ce clic-là. Ça se peut pas, il y en a juste eu un clic, pas 14. Et la difficulté pour l'annonceur ou l'entreprise, c'est de détecter lequel est le réel et quel est le fraudeur. Et ça, c'est malheureusement un coup de faire des affaires parce que c'est très, très difficile de les identifier. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept. S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.